Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical vous propose de vérifier le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule que vous souhaitez acquérir. Car Vertical vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur l'historique du véhicule. Compteur kilométrique trafiqué, dommages, rappel de sécurité, changement de propriétaire et même déclaration de vol. Ma nouvelle passion avec les sponsors Car Vertical, c'est de trouver les pires rapports qu'ils ont en stock. Eh ben putain, je suis servi. Car Vertical. Typiquement avec Car Vertical, c'est ce genre de rapport que vous pouvez retrouver. C'est incroyable. F-Type rouge, alors au demeurant, c'est une 4 cylindres. Moi j'aime pas ça, mais bref, c'est pas le sujet. Mais alors regarde-moi comment elle est tordue. La voiture elle a fait un hiéroglyphe, c'est comme ça. Let's go. Quand le gars il s'est sorti, il a pas fait semblant, hein. C'est-à-dire qu'elle a les deux dents qui sont parties de travers, c'est pas les dents du bonheur, c'est la franchise du malheur, hein. Moi la plus grosse question que j'ai sur cette voiture, c'est comment il a fait pour sortir avec aussi peu de chevaux. T'as acheté une F-Type 4 cylindres 2 litres turbo, c'est pas le sujet. Alors que dans la même gamme, il y a un V8 5 litres, peut-être l'un des meilleurs que j'ai jamais conduit. T'achètes une F-Type 4 cylindres, c'est bien fait, c'est tout ce que tu méritais. Gros Non mais pardon, je me suis emporté. Et avec le code Sylvain, c'est 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Et grâce au code promo, vous pouvez économiser encore plus en achetant plusieurs rapports. Il a acheté une Jaguar F-Type. Attends. Merci à Car Vertical pour leur soutien et bonne vidéo. Bon, on va pas se cacher, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture qui, sur le papier, a l'air totalement inintéressante. Et bah, figurez-vous que cette voiture est en fait l'une des plus intéressantes de l'histoire de l'automobile, rien que ça. Et pour comprendre l'origine de cette voiture, il faut qu'on parle de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, l'homme qui est derrière Volkswagen, plein de tanks de la Seconde Guerre mondiale, un super pote du H et accessoirement, vous l'aurez deviné, le créateur de la marque Porsche. Et bah, à un moment, Ferdinand Porsche, il va avoir un procès. Et dans ce procès, il va prendre un avocat, Anton Piëch. En vrai, le procès, on s'en tape un peu, mais je vous raconte ça juste pour vous dire que ce fameux avocat va finir par se taper la fille de Ferdinand Porsche, Louise Porsche. Et ensemble, ils vont avoir plusieurs enfants, notamment Ferdinand, le petit-fils de Ferdinand Porsche, qui s'appelle Ferdinand en hommage à son grand-père. Et Ferdinand Piëch va vite se faire remarquer pour une chose, c'est qu'il est très intelligent. Il va passer son doctorat et va devenir ingénieur, ce qui va lui donner une place naturellement chez Porsche. Comme quoi, même à l'époque, l'automobile restait une affaire de piston. Et c'est comme ça que Ferdinand Piëch va doucement commencer à se faire un CV de fou furieux. Par exemple, c'est grâce à Ferdinand Piëch qu'on verra apparaître le 5e cylindre chez Mercedes. Ferdinand Piëch va aussi travailler sur la 911, et si c'est une voiture aussi réussie et encore vivante aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Et il va tellement monter chez Porsche qu'il va finir par devenir le directeur de la branche compétition, rien que ça. Sauf qu'en 72, cette histoire va trouver une limite. Ferdinand Piëch, fort de plein de succès, commence à prendre de la place. Et ça va pas plaire à son tonton, Ferdinand Porsche Junior. Fils de Ferdinand Porsche. Oui, mais je sais, ils s'appellent tous Ferdinand dans cette famille. Et c'est comme ça que Ferdinand Piëch va doucement être mis au placard. Quand t'as quelqu'un dans l'entreprise qui prend trop de place, mais qu'en même temps il a rien fait, donc tu peux pas le virer, et bah tu le mets dans une branche du groupe où normalement on n'en entendra plus parler. Et c'est comme ça que Ferdinand Piëch se retrouve chez Audi. Alors aujourd'hui Audi c'est une marque de fou. Rappelez-vous qu'au début des années 70 c'est personne. Et lorsque ce bon vieux Ferdinand va rentrer chez Audi, il va tout révolutionner. Aujourd'hui Audi on les connaît pour plusieurs choses, notamment la transmission intégrale Quattro. Et bien devinez qui est à l'origine du Quattro. C'est ce bon vieux Ferdinand Piëch. Audi est connu et a fait toute sa renommée pour les 5 cylindres en ligne. Devinez qui est derrière les 5 cylindres en ligne? Ferdinand Piëch. Alors qu'il partait avec rien, Ferdinand Piëch va transformer Audi dans l'une des marques les plus connues du monde. Et c'est en voulant écarter Ferdinand Piëch du pouvoir qu'il va devenir une des personnes incontournables. Au début des années 90, Ferdinand Piëch c'est le boss. Absolument tout ce que ce monsieur a touché s'est transformé en or. Et ça tombe bien d'avoir un mec comme ça sous la main, parce qu'au début des années 90, Volkswagen va très mal. L'argent est mal dépensé, le développement technique est à zéro, et si ça continue comme ça, Volkswagen va couler. Il faut trouver un nouveau directeur au groupe. Quelqu'un de providentiel, quelqu'un qui a déjà fait ses armes, quelqu'un qui s'appelle Ferdinand Piëch. Et c'est en toute décontraction que Ferdinand Piëch va réussir à relever le groupe Volkswagen. Encore! Alors par contre, c'est pas compliqué, lorsqu'ils vont mettre Ferdinand chez Volkswagen, il va tout dégager. Et inventer une technique qui fera date dans le monde de l'automobile, la plateforme commune. En gros, tu fais un châssis, un moteur, et tu déclines juste le logo, comme ça au moins ça t'a coûté un seul développement. Ça paraît simple dit comme ça, mais à l'époque c'est du génie. Et son mode de management va tellement bien marcher que dans les années 90, le groupe Volkswagen va devenir le groupe numéro 1. Encore une fois, Ferdinand Piëch prouve que c'est lui le boss.
Sauf que ce concept va peut-être lui monter un peu trop au cerveau. En fait, à un moment, il s'est dit, on est déjà les numéros 1 et on nage dans les billets. Autant racheter l'intégralité de l'automobile mondiale. Et c'est comme ça que Ferdinand Piëch va finir par racheter Lamborghini, et aussi Bentley, et aussi Bugatti. Et avec toutes ces marques sous le bras, Ferdinand Piëch va commencer à réaliser ses rêves. Par exemple, Ferdinand Piëch voulait être à l'origine de la voiture la plus rapide du monde. C'est comme ça qu'il fabriquera la Bugatti Veyron. Donc si la Bugatti Veyron existe, c'est uniquement grâce au boulard de Ferdinand Piëch, ni plus ni moins. Si la Bentley Continental GT existe, c'est uniquement pour faire chier BMW. Encore une fois, le boulard de Ferdinand. Et si Ferdinand Piëch s'amuse avec toutes les marques à l'intérieur du groupe, sa marque fétiche, celle avec laquelle il a fait sa plus belle réalisation, ça reste Volkswagen. Et c'est à ce moment-là que Ferdinand va vouloir offrir à Volkswagen le meilleur. Il veut transformer Volkswagen dans une marque qui écrase le monde entier. Et malgré toutes ses réalisations, il lui manquait un délire. Il faut que Volkswagen, la plus grande marque du monde, ait la meilleure voiture du monde. La Volkswagen Phaeton. Rien que ça. Cette voiture est une concurrente directe des Mercedes Classe S et BMW Série 7. En mieux, le concept d'une entreprise, en général, c'est faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'en général, un constructeur de voitures essaye de faire un bénéfice. La voiture qui est ici est une voiture qui a été faite sans aucune concession. Le modèle que nous avons aujourd'hui n'est même pas n'importe quel Phaeton. Celle-ci, c'est la W12 de 6 litres de cylindrée. Je tiens juste à vous préciser qu'une Lamborghini Gallardo n'a pas ça sous le capot. Elle est un peu plus performante parce qu'elle fait une bonne tonne de moins, certes. Et c'est comme ça que Ferdinand Piëch lance son projet. Le projet de faire la plus belle berline du monde. J'aurais peut-être préféré qu'elle ait pas cette gueule. Alors d'un côté ça ressemble à tout et de l'autre ça ressemble à strictement rien. À part une Passat dégueulasse. Parce qu'en fabriquant cette voiture, ils savaient à qui ils allaient s'adresser. Il faut une voiture qui soit merveilleuse à l'intérieur, mais plutôt discrète dehors. Vous savez, pour le chef de chantier, le maire, le commissaire, qui peut pas avoir une Audi ou une BMW, c'est beaucoup trop claquant. Il me faut quelque chose avec le même blason que la Golf de la voisine. Mais j'ai pas envie de rouler dans la Golf de la voisine. Bien pour ça, il y a un produit, la Phaeton. C'est pour ça qu'à l'extérieur, tout est terriblement banal. Aucune proportion ne sort, aucun design ne sort, aucun trait de crayon particulier, c'est une Passat plus grosse. On a actuellement plus de 5 mètres de long, ce qui la classe dans les voitures les plus grandes du marché. Et on le voit même pas. Toute la voiture respire cette noblesse discrète, cette noblesse voiture du peuple. Par exemple, le toit ouvrant ici, qui déjà est très appréciable pour une voiture de cette époque, est en réalité un panneau solaire. Ce toit ouvrant peut recharger la batterie ou faire fonctionner la climatisation quand vous n'êtes pas dans le véhicule. Entre nous, dans les faits, c'est plus pour la démonstration de force et en réalité, ça sert à rien. C'est tellement cool. Qui peut se vanter d'avoir un panneau solaire sur sa voiture? La Volkswagen Phaeton. Rien n'est trop beau. Pour vous donner un petit aperçu du délire que représente cette voiture, j'ai une place phénoménale. En plus d'avoir une climatisation automatique 4 zones, et en plus d'avoir les accoudoirs des deux côtés chauffants. Ma banquette est chauffante et ventilée. Et j'ai même un écran dédié pour la contrôler. On est en 2003. 2003, on sentait encore des voitures avec des vitres à manivelle. J'ai une banquette arrière chauffante ventilée. Et en plus de ça, tout est merveilleux en termes de qualité. Les cuirs sont exceptionnels. La moquette est d'une épaisseur rarement vue. Même les poignées au niveau du toit sont en bois véritable. Un peu de moisissure aussi, mais... juste pour que vos passagers puissent se tenir dignement. La Bugatti Veyron étant équipée d'un W16 de 8 litres, nous avons ici le W12 de 6 litres. C'est globalement le moteur de la Bugatti Veyron avec 4 cylindres en moins et 4 turbos en moins. Il fallait quand même qu'il y ait une différence, c'est une Volkswagen. Et ce qui est fou, c'est qu'il en a même pas particulièrement la gueule. Ils t'ont collé un W12 2 fois au cas où selon le côté où on regarde, mais dans l'absolu, tout à fait sobre. Et pourtant, on a l'un des plus beaux moteurs du début des années 2000. Et tout ça transite avec 4 roues motrices permanente. Ce qui, encore une fois, début 2000 est incroyable. Et le pire, c'est que je pense qu'actuellement, même après vous avoir présenté tout ça, vous êtes encore convaincu que c'est qu'une Passat. Au pire, une Passat rallongée. Mais le seul moyen de vous faire comprendre, c'est surtout de rouler. En fait, je pense que certaines fonctions déclenchent des complexes. Genre, quand t'es dictateur, d'un coup, tu te prends l'idée de faire une bombe atomique ou des frappes aériennes. Et ben, je pense que quand tu deviens directeur de Volkswagen, d'un coup, l'envie de prendre te faire l'une des meilleures voitures du monde. Alors, c'est pas compliqué. Tout au max. Lecteur CD, lecteur DVD, climatisation automatique 4 zones, GPS, télévision et téléphone intégré.
Nokia, d'accord? Tout à l'intérieur est superbe. Les boiseries sont magnifiques et motorisées. T'as un espèce de petit volet qui bouge là. C'est incroyable. L'horloge est magnifique. Les compteurs sont magnifiques. Double vitrage intégral, insonorisation de fou, moquette qu'on retrouverait dans des Rolls. Et sincèrement, je peux vous le dire, on est bien. La voiture est d'un silence exceptionnel. Ça se conduit tout seul. Ça fait 2,5 tonnes, à aucun moment on le sent. La boîte est douce, le moteur est formidable. C'est très sincèrement l'une des voitures les plus qualitatives que j'ai pu essayer de ma vie. On n'est pas loin d'un Bentley et pas loin d'un Rolls. Et si jamais, dans cet écrin de luxe incroyable, dans cette technologie somptueuse, vous prenez l'envie de commencer à faire le con, la voiture sait faire. Ça marche sa mère. « 420 chevaux, 600 Nm de coupe et une surchauffe qui arrive extrêmement vite. » Ah oui, coolant overheating. Allez, j'ai mis un coup de gaz, la voiture est partie en feu. Une accélération avant que la voiture meure. Café. Oui, alors vous vous doutez bien qu'une voiture de ce standing et avec autant de technologie, 20 ans plus tard, est un peu moins fraîche. Cet exemplaire particulièrement a été largement secoué. C'est pas compliqué, il y a absolument rien à garder. Alors là, il y a de la moisissure ici. Tout ça s'est cassé, et là on a un problème, c'est que quand on la démarre, elle marche très bien. Et à un moment, va savoir pourquoi, c'est surchauffe absolue. Mais pas longtemps, elle fait pipoup. On a branché une valise, on a inspecté le système de refroidissement. Toute la bagnole a été revue. Impossible de la faire marcher. Le soft close marche bien. Allez, hop, on y va. Alors déjà, les performances sont tonitruantes. Alors calmons-nous, hein. Tonitruantes pour l'époque. Hein. On a des performances de sportives, vraiment. On a plus de puissance que l'entrée de gamme Ferrari. Dans une berline Volkswagen, je vous rappelle. Putain, 160. Ça marche. Ça a sincèrement une sacrée sauce, hein. Et plus de 200 déjà. Dans un confort exceptionnel. La voiture en surchauffe totale. Ce qui est bien, c'est qu'avant d'avoir une surchauffe moteur quasiment fatale, on a fait facile 300 mètres quand même. Pour le fleuron de la gamme Volkswagen, c'est pas mal, hein. Ah, et une odeur. Il y a quoi? Il y a de la plaquette, il y a du pneu, du kit de refroidissement, un peu de plastique. C'est une sorte de Bloody Mary, version mécanique. Volkswagen. Das Auto. Ferdinand Piëch, quand il a créé cette voiture, il voulait vraiment un truc parfait pour tout. Et quand je vous dis parfait, c'est parfait. En termes de châssis, cette voiture a des technologies qu'on retrouve sur des super sportives. Cette voiture, en termes de châssis, n'est vraiment pas très loin d'une Bugatti Veyron. C'est pour ça que cette voiture, je pense, est capable de se frotter à beaucoup plus fort qu'elle. Par exemple, là, on a une Nissan 350Z qui fait 313 chevaux. On est à peine 100 chevaux de nous. Et je rappelle qu'on fait 1 tonne de plus. Moi, c'est Rachel, la copine de Samantha. Guten Tag. Je n'ai aucun doute sur mes chances de succès. Il y a du double triangle à l'avant, aluminium, multibras à l'arrière, suspension pilotée. Pourquoi je devrais avoir un doute contre ce jeune fanfrelin? C'est Ferdinand Piëch en personne qui a supervisé cette voiture. Lui, il a une pauvre propulsion. Alors, ok, il a un autobloquant cool, j'en ai 2. Il a 2 roues motrices, j'en ai 4. Il a quoi à l'avant? Un triangle, 2 triangles, moi ils sont en alu en fait. Ce qu'il faut prendre en compte dans la tête de Ferdinand Piëch, c'est qu'il y a la physique et il y a la technologie. Et il y a un moment, la technologie l'emporte sur la physique. En tout cas, j'en suis convaincu. J'ai 12 cylindres en fait. Au revoir.
la différence de ligne droite. On sent que la voiture est effectivement un peu lourde, mais je n'ai aucun problème puisque mes suspensions sont en mode sport. Au premier degré, je le tiens de fou. C'est rien, vous inquiétez pas. Et voilà, les mêmes perfs qu'une 350Z. En étant 4. Ah, fous la gerbe. Pardon, oui, je rentre. Je voulais aussi vous montrer que la Phaeton, c'était un exemple de polyvalence. Ça peut tout faire. Ça a été conçu pour. En fait, c'est ça quand on a une voiture qui est capable de tout faire. Même un circuit off-road comme celui-ci, je peux le faire. Un petit coup de marche arrière. Qu'est-ce qui bloque? Je comprends pas. Moi, je continue à beaucoup l'aimer, cette voiture. C'est vrai que là, on a touché un défaut. Ah bah, pour toutes les qualités. Parce que je vois pas d'autres défauts. Moi, personnellement, si vous en voyez, vous me dites, mais moi, j'en vois pas. Peut-être la conso. Ça boit 20 bons litres au 100. Peut-être la gueule dégueulasse. Éventuellement la fiabilité et encore. Pour le reste, j'ai pas de problème. Voilà, ça passe large. La voiture passe sans aucun problème. Je sais que la Dacia Logan, elle passait dans le même chemin, sans aucun problème, en coûtant 12 fois moins cher, certes. C'est pas le problème. Là, je peux faire les mêmes choses qu'avec une Dacia Logan, en étant dans un confort impérial, absolument pas dérangé par ce qui se passe dehors. Ah, bon. Aïe, 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 ah, ça frotte un poil. Mais en dehors du fait que ça frotte un poil, ça va. Aucun foutu souci. Hop là, ah là, hop là, ça n'a pas frotté. Enfin, il y a peut-être un moment, effectivement, il y a une branche, oui, on l'a entendu. Une toute petite branche, 3 fois rien. J'ai super peur de l'airbag qui est... Techniquement, il peut péter à n'importe quel instant, vu comment ça frotte, et... Rien ne peut m'arrêter, c'est pas possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La physique, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai une Phaeton W12. Quand bien même ça passe pas. Et alors? J'ai la puissance et l'ingénierie. Et une surchauffe moteur. C'est pas infaillible non plus, ça va. On est sur la même planète Terre que tout le monde quand même. Alors, en dehors de ce très léger souci de surchauffe, pour l'instant, ça passe impeccable. Non, là, c'est chaud. Et c'est ça, en fait, que la Phaeton W12 te propose aussi. C'est une reconnexion avec la nature. À l'occasion d'une surchauffe moteur, tu peux descendre, te réchauffer un peu, attendre que ça reprenne une température à peu près normale pour continuer. C'est... Faut...
50. 60. 80. Vous inquiétez pas pour ça, hein. C'est rien, le thé est prêt. C'est aussi une fonction de la Phaeton. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris ce que la Phaeton propose. Tout ça sans quasiment aucun défaut. Gros bisous!